Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webconférence où on va parler des permis de travail temporaires et en particulier le permis mobilité francophone, un permis de travail facilité pour les candidats qui ont une bonne maîtrise du français. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration ici à l'ambassade du Canada à Paris. L'information que je donne est bien sûr à jour au jour d'aujourd'hui, le 24 avril. Comme on indique à l'écran, les politiques, les programmes peuvent changer. Toujours important au moment où vous allez lancer votre demande de vérifier sur le site d'IRCC, canada.ca/immigration. Vous trouverez des renseignements sur mobilité francophone et l'ensemble des programmes temporaires et permanents pour le Canada. Donc aujourd'hui, on va parler des permis de travail temporaires. On va parler des deux grands programmes, celui des travailleurs étrangers temporaires et celui de la mobilité internationale. On va parler plus en détail de mobilité francophone. Comme vous le comprendrez, c'est un permis qui rend vos candidatures plus intéressantes pour les employeurs canadiens et qui facilite vos démarches. On va parler justement de ce que doit faire l'employeur, ce que vous devez faire ensuite pour faire la demande de permis de travail temporaire. Bien sûr, il faudra une offre d'emploi pour ce type de permis. Donc, on va vous donner quelques conseils, des astuces pour la recherche d'emploi si vous êtes en dehors du Canada. Et puis, mentionner à la fin quelques autres façons d'obtenir l'autorisation de travailler ou encore vous installer au Canada. On gardera du temps à la fin pour une période de questions. Les questions, vous les mettez pas dans le chat ou le clavardage, s'il vous plaît, mais bien dans la section qui s'appelle Q&R ou Q&A, donc questions et réponses. On va prendre les questions qui sont les plus pertinentes pour le sujet d'aujourd'hui et c'est une de mes collègues qui aidera à faire le choix et modérer les questions. Cette présentation est enregistrée. Vous recevrez d'ici quelques jours un petit courriel de suivi. On vous demandera de prendre quelques minutes pour compléter un sondage. On partagera une copie de la présentation également. Donc, il y a deux grands programmes, comme je le mentionnais, pour les permis de travail temporaires, le programme des travailleurs étrangers et le programme de la mobilité internationale. La grande différence, c'est que pour le programme des travailleurs étrangers, et c'est la règle de base, hein, on veut protéger le marché de l'emploi pour les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada. Et donc, en règle générale, quand un employeur veut faire appel à quelqu'un qui vient de l'étranger, il devra expliquer pourquoi. Il devra justifier qu'il a affiché le poste pendant au moins 3 mois et être prêt à expliquer pourquoi aucune des candidatures reçues de l'intérieur du Canada ne faisait l'affaire. La procédure s'appelle une étude d'impact sur le marché du travail. L'employeur devra payer des frais de 1 000 $ qui ne sont pas remboursables, même si la demande est refusée. Et il y aura quand même les frais de permis et les frais de biométrie, donc un total assez important. C'est la règle de base, mais on a des circonstances dans lesquelles on veut faire des exceptions. Ces exceptions, ces dispenses d'études d'impact sur le marché du travail se retrouvent dans ce qu'on appelle le programme de mobilité internationale. Donc là, comme vous voyez, c'est un avantage pour l'employeur parce qu'il n'a pas à justifier pourquoi il vous embauche par rapport à quelqu'un déjà au Canada. Les frais sont moins importants. Il s'agit de frais de conformité, c'est-à-dire il s'engage et est ouvert à des inspections pour être sûr qu'il respecte les conditions du contrat de travail et du droit de travail canadien. Mais ces frais sont remboursables si jamais le permis de travail ne va pas de l'avant ou si vous décidez de ne pas faire une demande en fin de compte. Donc, moins de temps, moins d'argent, moins de documents à fournir. Vous comprendrez qu'en général, les employeurs sont plutôt favorables à une approche facilitée sous le programme de mobilité internationale. Donc, on a vu la logique de demander l'étude d'impact sur le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces dispenses? Eh bien, on reconnaît que dans certaines circonstances, c'est dans l'avantage du Canada d'assouplir les procédures. Par exemple, quand il y a un aspect de réciprocité,
C'est le cas pour les programmes de mobilité des jeunes, par exemple, où le Canada a des ententes avec 36 pays à peu près maintenant, pour que les jeunes Canadiens puissent avoir une expérience de travail à l'international et qu'on puisse admettre plus facilement les jeunes travailleurs de ces pays-là. Les catégories, vous connaissez peut-être, vacances-travail, jeunes professionnels, stage coop international. Donc, ça peut être intéressant à explorer si vous êtes ressortissant d'un des pays qui a une entente avec le Canada et si vous avez entre 18 et 35 ans. Donc là, la logique de la dispense de IMT, c'est la réciprocité. Il y a des ententes avec les provinces et les territoires, entre eux et le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral. Donc, par exemple, si une province a sélectionné quelqu'un pour s'établir chez eux en tant que résident permanent, mais qu'un employeur dans cette province-là aurait besoin d'eux plus rapidement, eh bien, on va pouvoir émettre un permis de travail sans EIMT sous les règles de cette entente. Il y a des accords internationaux aussi, l'ALENA, donc l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, ou encore le CETA entre le Canada et l'Union européenne, qui va faciliter les allées-venues de certains professionnels ou techniciens. Ça, c'est aussi réciproque. Et puis, une facilité, par exemple, si une compagnie canadienne a acheté de l'équipement d'un autre pays et ils ont besoin des services d'un technicien pour venir faire des ajustements. Donc, un certain bon sens qui s'applique là. La dernière notion, et c'est celle qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est la notion de quelque chose qui est vraiment un avantage significatif pour le Canada. Ça peut être par exemple un entrepreneur qui veut établir une filiale au Canada sans forcément le gérer à long terme, mais qui aura besoin d'être sur place pour que les choses se mettent en route et qu'il trouve quelqu'un pour gérer l'entreprise. Eh bien, on va faciliter bien sûr son permis de travail. Il crée de l'emploi et crée de la richesse au Canada. De la même façon, une entreprise qui a une filiale au Canada pourra envoyer de façon temporaire ses cadres supérieurs ou bien des gens qui ont des compétences techniques qui sont très spécifiques, soit leur équipement, leur système de données, etc. Et puis, notre sujet aujourd'hui, mobilité francophone. Là, l'avantage pour le Canada, c'est que on veut garder le caractère bilingue de notre pays et ce faisant, on veut attirer plus de personnes qui parlent français, qui vont vivre et travailler au Canada en dehors du Québec. Le Québec est la province qui est majoritairement francophone, mais il y a des communautés francophones vraiment à travers le Canada et on veut pouvoir continuer à offrir des services en français, avoir des événements sociaux, culturels, sportifs en français. Et c'est très important pour nous de garder ce caractère bilingue. Donc, c'est un avantage pour le Canada de faciliter l'embauche et la venue de travailleurs temporaires francophones. Donc, vous le comprendrez, c'est un volet du programme que je viens de décrire, le programme de mobilité internationale. Les employeurs qui ont une offre d'emploi à vous proposer ailleurs que dans la province du Québec, donc dans les 9 autres provinces ou les 3 territoires, n'ont pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail ou une EIMT. Il faut une offre d'emploi. Ça peut être n'importe quel type d'emploi. Ça, c'est une mesure temporaire, mais valable encore maintenant. Euh, Avant, vous étiez peut-être au courant, c'était limité aux postes qu'on considère qualifiés. Ça veut dire les postes professionnels ou techniques ou les métiers très spécialisés, ceux pour lesquels il faut une formation assez longue. Mais actuellement, pour mobilité francophone, l'offre d'emploi peut être dans n'importe quel type d'emploi, à l'exception des professions ou des occupations semi ou peu qualifiées dans l'agriculture primaire. En d'autres mots, si c'est pour aller faire la cueillette des pommes à l'automne, ça ne se qualifiera pas. Donc, le travail peut être n'importe où au Canada, en dehors de la province du Québec. Et c'est important de noter que l'emploi n'a pas besoin d'être en français. Donc peut-être que la langue de travail sera majoritairement, même entièrement l'anglais. Pour beaucoup d'employeurs, c'est bien sûr un atout d'avoir aussi le français parce qu'ils peuvent avoir des clients ou des contacts professionnels francophones. Donc ça enrichit l'offre de services de leur part.
Mais ce qui est important pour nous, c'est que les candidats soient francophones, même si l'emploi se passe en anglais. J'ai mentionné les différents niveaux, donc les postes professionnels, qualifiés, semi-qualifiés. En fait, vous allez voir dans vos démarches qu'il faudra identifier votre profession par rapport à notre classification nationale des professions, la CNP. C'est comme un grand dictionnaire au Canada qui va donner des définitions, les tâches principales, les conditions d'accès à la profession pour chaque métier, chaque profession euh, imaginable au Canada. Donc, c'est classifié aussi par catégorie qui tiennent compte de ce qu'on pourrait dire la complexité de chaque profession, en tenant compte de la formation, des études, l'expérience et les responsabilités. C'est ça qu'on veut dire par faire. Donc, faire 0, ce sont les postes de gestion. Les postes faire 1, ce sont les postes professionnels pour lesquels, en général, il faut un diplôme universitaire. Faire 2, c'est des professions plus techniques avec une exigence de formation un peu plus courte, par exemple. Faire 3, ça va inclure des métiers. Et puis faire 4, ce sont les postes semi-qualifiés, où en général, on peut accomplir des tâches avec une courte formation. Et puis le faire 5, ce sont les postes peu qualifiés qu'on peut apprendre en quelques heures en général. Donc, toutes ces occupations sont possibles, sont éligibles si vous avez une offre d'emploi en dehors du Québec. Donc, mobilité francophone, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, les candidats doivent avoir des compétences en français. L'exigence, c'est d'avoir un niveau intermédiaire à la compréhension et l'expression orale. On ne teste pas ou on ne demande pas de preuve de compétences à l'écrit pour mobilité francophone. Gardez à l'esprit, par contre, si l'idée est de devenir résident permanent du Canada à plus long terme, là, il faudra démontrer vos compétences à l'écrit également. Donc, pouvoir parler et écouter, donc comprendre le français à un niveau intermédiaire, on se réfère à notre niveau de compétence linguistique canadienne, NCLC, un niveau 5 ou plus pour être éligible à mobilité francophone. Donc, le NCLC décrit les compétences, donc avec un niveau 5 à l'oral. Ça veut dire pouvoir participer à des discussions, organiser une activité par exemple, comprendre des consignes assez simples par rapport à une tâche que vous connaissez déjà ou dont vous avez une bonne idée. Comprendre les messages d'intérêt public. On parle de vaccins beaucoup ces années-ci, donc c'est un des exemples. Comprendre les messages publicitaires quand le langage est clair et c'est un produit qui est à peu près connu. Donc, c'est pouvoir saisir les idées générales, mais aussi les détails qui sont importants et comprendre le contexte. Gardez à l'esprit que sur le lieu de travail, si vous travaillez en français, ça peut être important pour des raisons de sécurité, certainement pour le bon déroulement de vos fonctions, d'avoir une bonne compréhension du français. Ensuite, l'expression orale, ça veut dire être capable de répondre au téléphone, donner des renseignements, interagir avec un interlocuteur, par exemple, si vous avez besoin de l'interrompre, donner des consignes sur des procédures, donner des conseils, donner une opinion. Donc, pouvoir s'exprimer correctement en français. Comment démontrer que vous avez au moins ce niveau? Eh bien, le plus simple, le plus fiable, c'est de soumettre les résultats d'un test de français. Notre ministère, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, a approuvé 2 tests. Il y a le TCF Canada, c'est le test de connaissance du français, ou le TEF Canada, le test d'évaluation du français. Vous avez des centres de tests un peu partout au monde et vous trouverez les références en tapant une recherche TEF Canada ou TCF Canada. Euh, pour mobilité francophone, les résultats de tests ne sont pas toujours obligatoires. Gardez à l'esprit par contre que les résultats restent valables 2 ans et si vous allez faire une demande de résidence permanente, là, ça sera obligatoire.
Donc, ça vaut peut-être la peine de passer le test. Ça servira aussi à une demande éventuelle de résidence permanente. Vous avez d'autres options si vous faites simplement la demande de permis mobilité francophone. Si vous avez fait toutes vos études en français dans une université ou un établissement postsecondaire, vous pouvez en soumettre la preuve. Ça peut être vos relevés de notes qui montrent que les cours étaient en français, une lettre officielle, autre preuve, ou d'autres documents qui montrent vos études, votre éducation en français. Donc, si vous avez décroché un poste au Canada et vous voulez faire une demande de permis de travail temporaire, c'est d'abord l'employeur qui doit faire certaines démarches. Donc, il doit officiellement soumettre, présenter l'offre d'emploi à notre ministère. Il va utiliser pour ce faire le portail des employeurs et il fera attention de mettre le code qui montre qu'il est exempté de l'étude d'impact sur le marché du travail. Le code spécifique à mobilité francophone, c'est C16. Il va ensuite payer les frais de conformité de 230 canadiens et il va entrer en gros des renseignements sur l'entreprise, sur le poste. Il va vous identifier et puis il va donner vraiment les détails très spécifiques, les conditions de travail, le salaire, le lieu de travail, tous ces éléments-là. Quand il aura complété et payé les frais, il va obtenir un numéro d'offre d'emploi. C'est un numéro à 7 chiffres et c'est important qu'il vous le transmette parce que vous en aurez besoin pour faire la demande. Il y a un champ dans le formulaire de demande en ligne où vous devrez l'inscrire. Donc, une fois que l'offre d'emploi est soumise et que vous avez le code, vous êtes prêt à faire la demande de permis de travail. Il faut créer un compte en ligne. Tout se fait en ligne hein, avec IRCC. Si vous avez déjà fait une demande dans le passé de visa, de permis d'études ou autre, vous pouvez réutiliser le compte et simplement ouvrir une session. Les formulaires se complètent en ligne. Ce sont des éléments de base, nom, prénom, date de naissance, adresse, etc. avec la case, comme je le disais, pour inscrire le numéro d'offre d'emploi. Pour accéder au formulaire, vous aurez répondu à une série de questions. Qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? Ce sera travailler temporairement. Pour combien de temps? Là, vous allez répondre en fonction de la durée du contrat qui vous est offert, etc. Ça va générer donc le bon formulaire, la demande de permis de travail temporaire, mais aussi une liste de contrôle, c'est-à-dire une liste de documents que vous devrez fournir. Le passeport, évidemment, même si dans certaines parties du monde, on peut voyager avec une carte d'identité nationale, pour voyager au Canada, il faut absolument un passeport. On vous suggère fortement de vous assurer que le passeport est valide pendant toute la durée de votre séjour au Canada. Comme ça, vous n'aurez pas à demander un renouvellement du permis. On pourra émettre pour la durée totale du contrat. Les preuves de compétences en français, ça sera soit les résultats de tests de langue ou bien les autres preuves que je mentionnais à l'instant. Assurez-vous aussi de démontrer que vous rencontrez les exigences du poste. On ne vous connaît pas, on ne sait pas si vous avez le niveau d'études, les années d'expérience, les compétences spécifiques qui sont mentionnées par l'employeur dans l'offre d'emploi. Et en tant qu'agent de migration, c'est notre devoir de s'assurer qu'il y a une cohérence entre le profil du candidat et les exigences du poste. Donc, assurez-vous de fournir des documents. Ça peut être des diplômes, des preuves de formation, des lettres de référence, votre contrat de travail précédent, un rapport d'appréciation, différentes choses, mais qui montrent, item par item, que vous rencontrez tous les éléments qui sont indiqués dans l'offre d'emploi pour les exigences du poste. Il peut y avoir dans la liste de contrôle d'autres éléments, par exemple des extraits de casier judiciaire, ou encore si vous faites une demande pour d'autres membres de votre famille. Je viendrai à ça dans un instant. Ça peut être un acte de mariage, acte de naissance, etc. S'il y a des choses que vous n'avez pas en votre possession, il faut pas laisser en blanc, il faut pas, il faut soumettre quelque chose pour chaque élément qui est demandé. Par exemple, si on vous demande un extrait de casier judiciaire d'un pays
où vous avez vécu il y a quelques années. Ça peut être long. Vous pouvez quand même soumettre la demande, mais avec la preuve que vous avez demandé l'extrait de casier judiciaire, le certificat de police. Si vous ne remplissez rien, si vous ne soumettez rien pour cet élément, on pourrait juger que la demande est incomplète et la refuser d'office. Il faudra aussi payer les frais et ensuite soumettre la demande, toujours tout en ligne. En répondant aux questions, quand vous avez complété toute l'information vous concernant, il y aura une question qui vous demandera si vous voulez faire une demande de visa ou de permis pour un membre de votre famille. Donc, dans ce contexte-ci, c'est vraiment la famille restreinte, c'est votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants à charge. Donc, pour être considéré conjoint, vous pouvez être un couple marié ou vivre en union de fait, c'est-à-dire cohabiter sous le même toit en tant que couple depuis au moins 12 mois. Et il y a différentes façons de le démontrer. Ça peut être un bail en commun, des comptes en banque conjoints, être nommé sur les polices d'assurance, etc. Vous trouverez tous les renseignements en ligne. Les enfants sont considérés à charge jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc, ils peuvent non seulement vous accompagner, mais éventuellement travailler ou étudier. Les membres de votre famille sont éligibles à un permis de travail ouvert si votre contrat est de 6 mois ou plus. Donc, 6 mois ou plus à partir de la date où vous entrez au Canada pour commencer à travailler. Et un permis de travail ouvert, comme le nom l'indique, il n'y a pas de profession ou de lieu de travail, d'employeur mentionné. C'est valable pour tout emploi partout au Canada. Si la personne voudra travailler en soins de santé ou en petite enfance, il devra le signaler et passer la visite médicale. On va en discuter dans quelques instants. C'est possible aussi d'étudier, comme je disais. Dans ce cas-là, par exemple, un enfant qui vous accompagne n'aura pas besoin de lettre d'admission d'une école. Vous pouvez faire la demande de permis d'études sans admission. Une fois au Canada, vous allez décider où habiter et puis le permis d'études aura déjà été émis. Je mentionnais les frais de traitement. Donc, à l'heure actuelle, ils sont de 155 canadiens. Pour un permis de travail ouvert pour votre conjoint, par exemple, il faut ajouter 100 de plus relatif au permis ouvert. Et puis, le permis d'études, c'est à 150 à moins que vous ayez fait la biométrie pour le Canada dans les dernières années, il faudra aussi, quand vous soumettez votre demande, suivre les instructions pour la biométrie. Il y aura des frais à payer aussi qui sont de 85 canadiens pour une personne seule. Il y a un tarif familial. Si vous êtes 3 personnes ou plus, ça devient intéressant. Donc, à 170 canadiens. Je mentionnais l'examen médical. Donc, pour les travailleurs temporaires, la visite médicale est obligatoire seulement si vous allez travailler en contact avec des patients dans le secteur de la santé, ou bien les enfants, soit dans les garderies, donc en petite enfance, ou dans les écoles primaires ou secondaires. L'autre raison pour laquelle un examen médical pourrait être requis, c'est si vous avez séjourné pendant 6 mois ou plus dans l'année qui précède votre arrivée au Canada, et si c'était dans un pays qui est sur une liste de pays désignés. Pour résumer, en fait, ce sont des pays où les risques de certaines maladies contagieuses comme la tuberculose sont plus élevés. Et donc, pour protéger la santé publique au Canada, on veut s'assurer que les gens sont bien soignés avant d'arriver au Canada si jamais ils ont ces maladies. Lorsqu'une demande de permis de travail ou de permis d'études est approuvée, on ne vous envoie pas par la poste le permis. Vous allez recevoir un document électronique qui est la lettre d'introduction pour le point d'entrée. Vous le recevrez normalement dans votre compte. Donc, c'est toujours une bonne idée de vérifier au moins une fois par semaine le compte pour voir si on vous a pas demandé des éléments supplémentaires ou ne pas passer à côté d'une décision qui aura été prise sur votre demande. Donc, cette lettre d'introduction sera accompagnée d'un visa
ou d'une autorisation de voyage électronique. C'est-à-dire, si vous êtes ressortissant d'un pays qui a besoin de visa, on va vous envoyer les instructions pour comment nous faire parvenir le passeport. Et puis, si vous êtes exempté de visa, par exemple, quelqu'un qui habite ici en France, ou qui est citoyen de France plutôt, aura besoin d'une autorisation de voyage électronique. Et là, ça sera émis automatiquement et restera valide 5 ans, à moins de changer de passeport. Pour tout le monde, donc, il faut imprimer, présenter la lettre d'introduction au point d'entrée, donc aux douanes, quand vous arrivez au Canada. On vous orientera vers le bureau d'immigration qui se trouve à l'aéroport et c'est là où on vous remettra le permis même, euh, qui tient aussi lieu de titre de séjour. Il n'y a pas de démarche supplémentaire, il n'y a pas l'équivalent des préfectures ou autres. Ce permis de travail ou permis d'études sera la preuve que vous êtes autorisé à rester au Canada pour cette fin-là, pour cette raison. Donc, mobilité francophone, un permis très intéressant. Comme on a dit, il y a beaucoup d'avantages. C'est une bonne carte de visite si vous faites des candidatures auprès d'employeurs au Canada en dehors du Québec. Mais c'est vrai qu'il faut une offre d'emploi. Pas toujours évident de faire une recherche d'emploi quand on n'est pas déjà au Canada. Donc, voici quelques indications. Euh, Vous allez m'entendre souvent évoquer le site Guichet Emploi. C'est le portail de l'emploi du gouvernement du Canada qui regroupe beaucoup d'informations. Bien sûr, les offres d'emploi et pas seulement ceux que les employeurs ont déposés directement sur ce site. Il y a un moteur qui va chercher aussi les annonces sur les différents sites d'offres d'emploi qu'on connaît dans beaucoup de pays. Je pense à Indeed, Career Beacon, etc. Donc, sur Guichet Emploi, vous aurez l'ensemble des offres. Vous aurez aussi énormément d'informations sur le marché du travail, profession par profession et selon les destinations qui vous intéressent. Donc, les offres au jour d'aujourd'hui, les perspectives d'emploi sur les prochaines années, les conditions d'accès à la profession, si c'est une profession réglementée, c'est-à-dire médecin, avocat, enseignant, mais dans certains cas aussi électricien industriel. On vous expliquera quelles sont les démarches pour être autorisé à travailler dans votre métier, votre profession au Canada, avec un renvoi vers le site de l'ordre professionnel ou l'association professionnelle qui pourra vous donner cette accréditation, cette autorisation. Il y a des renseignements sur les salaires. Très intéressant si vous êtes en pourparlers avec un employeur. Vous verrez donc pour telle profession dans telle ville de telle province, voici les salaires bas, médians et élevés. Ça vous donnera une idée à quoi vous pouvez prétendre. Ça peut être intéressant aussi de regarder ce qu'on appelle les professions connexes ou les professions apparentées. En particulier, si vous êtes dans une profession réglementée, peut-être que c'est pas tout de suite que vous pourrez exercer, par exemple, comme ingénieur civil. Il faudra passer des examens au Canada, mais en attendant, rien ne vous empêche de travailler dans votre domaine. Mais ça sera plutôt avec un titre de technologue ou technicien. Peut-être que votre départ au Canada, c'est parce que vous avez vraiment envie de changer beaucoup de choses, donc votre environnement, mais aussi peut-être votre activité professionnelle. En regardant les professions apparentées, ça peut vous donner de bonnes idées d'autres emplois dans lesquels vos compétences seraient transférables et où votre profil serait intéressant pour les employeurs. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser tous les outils. Vous envoyez certains à l'écran pour explorer l'information sur le marché du travail. Une autre chose très intéressante, depuis quelques mois maintenant, il y a une partie du site où on peut retrouver spécifiquement les emplois qui sont ouverts aux candidats à l'étranger. Donc, vous avez l'URL ici en bas de l'écran. C'est identifié par un petit globe. Donc, il y a toujours une petite feuille d'érable à côté de l'offre d'emploi. Ça signifie bien sûr que c'est ouvert aux candidats qui sont déjà au Canada. Si vous voyez en plus le petit globe, ça veut dire que cet employeur a indiqué qu'il était prêt à regarder des candidatures reçues de l'international.
Donc, ça peut être une façon de ne pas perdre de temps sur des offres qui sont ouvertes seulement aux personnes déjà au Canada. Donc, vous pouvez faire la recherche à partir de cette page qui est spécifiquement pour les candidats à l'étranger. Donc, dans le contexte de votre recherche d'emploi ou de candidature, il vous faudra un CV à jour et c'est important de respecter les normes canadiennes. Donc, au Canada, on ne met pas de photos, on ne dit pas son âge ou sa date de naissance, on ne dit pas si on est homme ou femme, la nationalité, la situation matrimoniale. Ce sont des renseignements personnels que l'employeur n'a pas à vous demander et ne veut pas voir, en fait. Donc, tout ce qui pourrait être discriminant, on ne le met pas sur le curriculum vitae. Vraiment recommandé de ne pas dépasser les 2 pages. Une page, c'est encore mieux. Si vous avez vraiment un long parcours, vous avez changé souvent de métier, peut-être 2 pages. N'oubliez pas les mots-clés. Il y a beaucoup d'outils maintenant de lecture automatisée. Si vous répondez à une offre d'emploi, vous allez repérer les mots les plus importants. Assurez-vous qu'ils apparaissent aussi dans votre CV. Bien sûr, si vous avez l'expérience ou la formation dans ces domaines-là, ça va vous aider à ressortir du lot. Pour la plupart, on recommande un CV chronologique et s'il vous plaît, commencez par le plus récent. Moi, je trouve dommage quand on voit tous les emplois qu'on a eus comme étudiants et c'est vraiment à la fin qu'on arrive à ce qui est pertinent pour l'offre d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé, vous n'avez pas beaucoup d'expérience encore, ou si vous êtes en train de changer de carrière, là, ça peut être intéressant de faire un CV par compétence, ce qu'on peut aussi appeler un CV fonctionnel, où vous allez faire ressortir plutôt ce que vous savez faire et ensuite expliquer dans quel contexte vous avez acquis ou démontré ces compétences. Donc, encore une fois, on revient au guichet emploi. Vous avez des conseils pour le CV et même un concepteur de CV qui peut vous être utile. Sur Guichet emploi, vous allez voir un certain nombre d'offres d'emploi à tout moment, mais gardez à l'esprit que c'est la pointe de l'iceberg. Au Canada, on considère que 80% des postes ne sont pas affichés. C'est pas parce que les employeurs sont feignants, c'est peut-être en grande partie parce que le marché du travail au Canada est assez dynamique et fluide. Quand on donne un préavis, en général, c'est 2 semaines, c'est pas 3 mois comme dans certains pays. Et donc, si l'employeur a besoin de remplacer quelqu'un, les besoins peuvent être vraiment dans l'immédiat. Donc, beaucoup se passe par réseautage dans ce qu'on appelle ce marché caché de l'emploi. Ça veut dire que faire des contacts professionnels, euh, rester à l'affût des différentes opportunités, utiliser des occasions de rencontres, que ce soit dans le contexte d'études, des gens qui travaillent dans votre domaine ou qui ont des intérêts, des passe-temps semblables aux vôtres, que ce soit dans le domaine de la culture, du sport, par exemple. Les organisations professionnelles, bien sûr, parfois des chambres de commerce, ça peut être des chambres de commerce entre le Canada et votre pays. Donc, souvent, il y a des liens, il y a des gens de ce qu'on peut appeler la diaspora, donc qui ont quitté votre partie du monde, qui sont maintenant au Canada. Ça peut être des bons liens à créer. Ça peut être des associations d'étudiants, des réseaux de diplômés. Et bien sûr, maintenant, avec les réseaux sociaux en ligne, c'est une façon de commencer à bâtir votre réseau canadien. On pense aux réseaux plus professionnels comme LinkedIn, l'utilisation professionnelle de Facebook également. Et donc, ça vous permet peut-être de contacter des gens qui font du travail qui vous intéresse, pas forcément pour dire je suis à la recherche d'emploi, mais dire j'ai un projet, peut-être d'aller m'installer au Canada, j'aimerais mieux comprendre comment fonctionne la profession de comptable, de chef cuisinier, quoi que ce soit, et demander s'ils auraient quelques minutes pour un échange avec vous. Avec les vidéoconférences et autres, c'est beaucoup plus facile de nos jours. Là aussi, sur Guichet Emploi, vous avez toute une série de ressources, de suggestions pour trouver un emploi, y compris des suggestions par rapport au marché caché de l'emploi et au réseautage.
Une autre source peut être plus proche de chez vous. On travaille avec beaucoup de services publics de l'emploi. Voyez certains des sigles, des logos en bas de l'écran. Les services publics de l'emploi dans beaucoup de pays francophones notamment, qui vont aider les candidats qui ont un projet de mobilité internationale à faire le bilan de compétences, organiser la recherche d'emploi, vont aider, vont appuyer avec la rédaction du CV ou la lettre de motivation et même la préparation à l'entrevue d'embauche. Parce qu'il y a des différences culturelles, donc c'est vraiment bien de travailler avec des experts pour vous préparer à vos conversations avec les employeurs canadiens. Certains vont faire des suivis plus rapprochés si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi ou si vous inscrit parfois, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément au chômage, peut vouloir dire que vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité et dans ce cas à l'international. Il y a des outils en ligne aussi, des jeux sérieux, des vidéos, des tutoriels. Je pense au site de France Travail, donc ici en France, avec qui on a travaillé pour mettre en place un jeu sérieux qui était un simulateur d'entrevue, justement avec des employeurs au Canada. Ces services publics de l'emploi peuvent aussi afficher des postes qui leur sont confiés par des employeurs canadiens. Donc, peut-être même sur les sites de votre service public de l'emploi, de votre pays de résidence ou de nationalité, vous pourrez être mis en contact avec des employeurs canadiens. Nous organisons aussi des activités avec des exposants canadiens, souvent avec les gouvernements des différentes provinces et territoires du Canada, mais aussi avec la présence d'organismes d'employabilité, de développement économique ou encore des employeurs qui participent directement. Donc, trois grands rendez-vous qui s'en viennent dans les prochains mois. Déjà, les Journées Mobilité Canada, ils auront lieu en présentiel, comme on dit maintenant, donc en personne, en Belgique, en France et en Tunisie au mois de juin. Les conférences seront disponibles en ligne, mais si vous avez la possibilité de voyager, de vous déplacer à Bruxelles, à Lyon ou à Tunis, les inscriptions vont ouvrir dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Une activité qui sera entièrement en ligne en novembre sera un salon de l'emploi virtuel pour tous les métiers dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Et puis, notre grand rendez-vous annuel, c'est Destination Canada Forum Mobilité, qui aura lieu à Paris, ici en France, mais aussi pour la première fois à Douala, au Cameroun, suivi de 3 jours en ligne. Donc, où que vous soyez au monde, vous aurez la possibilité de faire une demande de participation. Les inscriptions pour le salon Tourisme, Hôtellerie, Restauration ouvriront en septembre et pour Destination Canada Forum Mobilité en décembre. Il y a d'autres façons, bien sûr, que Mobilité francophone pour obtenir l'autorisation de travailler au Canada. Si vous êtes ressortissant d'un pays qui a une entente avec le Canada et que vous avez entre 18 et 35 ans, regardez Expérience internationale Canada. Ça peut vous donner des options. Entre autres, vacances-travail est intéressant parce qu'il s'agit d'un permis de travail ouvert, donc pas besoin d'avoir une offre d'emploi avant de partir. Certaines personnes décident de commencer avec un séjour d'études au Canada. Ça peut être une façon, si vous avez en vue une reconversion, si vous êtes dans une profession réglementée ou simplement vous voulez acquérir une formation canadienne et des premières expériences de travail au Canada, ça peut être une formule intéressante. Et puis, bien sûr, le Canada vous permet, si vous rencontrez déjà certains critères, comme un minimum d'une année d'expérience professionnelle, par exemple, de faire d'emblée une demande de résidence permanente. Donc, c'est pas du tout obligatoire de commencer avec un permis de travail temporaire si vous rencontrez les exigences. Donc, je vous invite à explorer ces options-là aussi. Hors Québec passe par le système Entrée Express. D'autres personnes sont sélectionnées par les provinces. Il y a des programmes spécifiques à certaines régions comme le Canada Atlantique ou les communautés rurales et du Nord. Si vous nous suivez à l'automne 2024, on pourra vous donner plus de détails sur un nouveau programme pilote qui sera spécifique aux communautés francophones à travers le Canada, en dehors du Québec.
Avant de passer à la période de questions, je vais juste prendre quelques instants pour des rappels. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes malveillantes qui veulent profiter de votre intérêt pour le Canada pour vous proposer, vous promettre monts et merveilles. Ne soyez pas victime de fraude. Si on vous offre un emploi avec un salaire faramineux, mais en contrepartie, il faut payer des frais, méfiez-vous. On ne vous demandera jamais de déposer de l'argent sur un compte, de faire des transferts par un intermédiaire. Tout se fait en ligne. Il n'est absolument pas nécessaire de faire appel à un avocat ou un représentant en immigration. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous qu'il s'agit bien de quelqu'un qui est autorisé. Ça veut dire qu'il a dû passer des examens pour démontrer qu'il connaît la loi sur l'immigration et qu'il est autorisé à vous représenter. Aussi, c'est votre responsabilité de vous assurer que toute l'information dans votre demande est véridique, même si quelqu'un vous aide à préparer la demande. Donner de fausses informations est contraire à la loi. On peut refuser bien sûr votre demande, mais on peut aller plus loin, refuser l'entrée au Canada, être expulsé si vous y êtes déjà, ou bien voir une interdiction de territoire pendant 5 ans. Une autre façon de vous protéger, c'est de connaître vos droits. Donc, le droit canadien protège tous les travailleurs, que vous soyez là de façon temporaire ou permanente. Donc, c'est important de vous informer et vous avez un site qui regroupe l'information pour les travailleurs étrangers. Et partout au Canada, il est interdit par la loi de demander aux travailleurs de payer les frais de recrutement ou de payer pour obtenir une offre d'emploi. Quelques ressources pour terminer. Donc, le site canada.ca/immigration, le site officiel d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le site Guichet Emploi qu'on a mentionné plusieurs fois. On est très présent sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et X, que ce soit notre ministère, donc site IMCAN, ou notre équipe avec nos activités au cours de l'année, DestCan pour Destination Canada, bien sûr. Et je vous encourage tous à vous inscrire à notre infolette si ce n'est pas déjà fait. Vous avez l'URL en bas de l'écran. C'est là où il y a un calendrier d'activités et on regroupe les activités organisées par nos collègues dans différents bureaux à travers le monde. Vous verrez, il y aura de plus en plus d'activités en personne et en ligne dans différentes parties, notamment sur le continent africain ou encore en Amérique latine. Donc, c'est une bonne façon de rester informé sur les nouveautés des programmes et sur nos activités. C'est là, par exemple, qu'on annoncera les ouvertures des inscriptions pour les activités que j'ai mentionnées, les journées mobilité et les activités de Destination Canada. On peut passer maintenant à la période de questions. Donc, comme j'ai indiqué, on a fait une petite sélection pour pouvoir répondre aux questions les plus pertinentes aujourd'hui. Alors, une question de la part d'Émilie qui demande si le contrat de travail doit contenir un nombre d'heures de travail minimum. Par exemple, une offre précisant un poste permanent de 24 à 32 heures par semaine est acceptable. Oui, alors quand l'employeur va compléter l'offre en ligne, il doit mentionner les heures de travail et en général les horaires aussi. Il doit indiquer quel sera le traitement pour les heures supplémentaires et il doit respecter le minimum qui est offert. Euh, Évidemment, si vous partez au Canada avec un permis de travail qui est spécifique à un emploi et un employeur, vous devez pouvoir gagner assez pour subvenir à vos besoins. Et donc, c'est très important que ces facteurs-là figurent sur le contrat, figurent dans l'offre d'emploi qui est soumise sur le portail de l'employeur et bien sûr qu'ils soient respectés. Fatima demande si les personnes de plus de 45 ans peuvent participer à ce programme. Absolument. Il n'y a pas de critères d'âge pour le programme mobilité francophone. En fait, les seuls critères d'âge dans les programmes de permis de travail sont les accords spécifiques sur les mouvements de mobilité des jeunes. Et là, vous voyez, on reste jeune assez longtemps, hein, jusqu'au 36e anniversaire. Donc, aucun problème à 47 ans, voire plus.
de faire une demande de mobilité francophone ou encore une demande de résidence permanente. Junior demande si les candidats professionnels qui exercent dans des domaines réglementés, il donne l'exemple des infirmières ou des ingénieurs, par exemple, doivent avoir la licence ou l'autorisation auprès de l'organisme de régulation avant d'appliquer, ou est-ce qu'ils peuvent appliquer pour la licence dès qu'ils sont au Canada? Ça va être un élément très important dans l'offre d'emploi et donc important d'en discuter avec l'employeur pour qu'il soit conscient où vous en êtes dans vos démarches. Certains ordres professionnels permettent de faire une grande partie, sinon toutes les démarches avant d'arriver au Canada. Dans d'autres cas, ils vont regarder votre parcours, regarder vos diplômes et dire que vous semblez être éligible et ils vont vous expliquer ce qu'il faudra faire une fois au Canada. Parfois, c'est une question d'acquérir un certain nombre d'heures d'expérience au Canada, peut-être faire certaines formations de courte durée, peut-être aussi écrire des examens. Donc, il sera important que l'employeur mentionne euh, que c'est pas une exigence d'être déjà inscrit à l'ordre, mais de préciser si vous devez avoir une lettre de préapprobation ou ça va différer selon la province et selon votre profession. Donc, assurez-vous que votre démarche correspond à ce qui est indiqué comme exigence pour l'employeur. Profitez des renseignements sur Guichet Emploi pour prendre de l'avance et aller voir quelles seraient les démarches et déjà commencer à communiquer avec l'ordre ou l'association professionnelle. Zach nous dit qu'avant de chercher un emploi, il souhaite faire une visite exploratoire de 6 mois au Canada. Est-ce possible? Donc, c'est quelqu'un avec la nationalité française. Oui, il est tout à fait possible de partir au Canada comme visiteur. Alors, il faut faire un petit peu attention. Si vous arrivez euh, avec 30 copies de votre CV et dans votre téléphone des rendez-vous pour des entrevues d'embauche, l'agent au point d'entrée a accès à tout ça et pourrait déterminer que vous arrivez avec l'intention de travailler sans avoir l'autorisation de le faire. Vous pourrez vous retrouver dans le prochain avion de retour. Par contre, si vous allez faire une visite au Canada, peut-être prendre des cours d'anglais, par exemple, pour renforcer vos compétences ou visiter de la famille, euh, peut-être que au cours de votre séjour, vous allez décrocher un emploi. Rien ne vous empêchera à ce moment-là de commencer les démarches, faire la demande en ligne. Donc, oui, on peut profiter d'un voyage au Canada pour explorer les possibilités d'emploi, mais il ne faut pas que ça soit la raison principale du séjour. Mariama, pardon, demande si c'est nécessaire de demander une équivalence de diplôme, par exemple avec une organisation comme WES, avant de déposer la demande de permis. Non, ce n'est pas obligatoire pour une demande de permis de travail temporaire. Si vous êtes dans une profession réglementée, peut-être qu'une partie de la démarche pour l'accréditation, pour pouvoir exercer, sera d'établir l'équivalence de diplôme, mais c'est indépendant de la demande de permis de travail temporaire. Par contre, ça sera obligatoire si vous faites une demande sous entrée express. Et là, c'est pas dans le but d'exercer une profession en particulier, mais plutôt d'établir à quoi correspond le niveau d'études dans le système canadien pour qu'on puisse vous donner le nombre de points maximum auquel vous avez droit. Gaël demande combien d'années d'expérience professionnelle il faut avoir pour postuler à un poste. Il n'y a pas de minimum, ça sera en fonction de ce qui est indiqué comme exigence par l'employeur. Et pour obtenir un permis de travail temporaire, l'agent doit être satisfait que vous avez les compétences requises. Donc, quelqu'un qui a fait des études très pointues, qui a peut-être fait des stages ou des études en alternance, pourrait être un jeune diplômé et être tout à fait qualifié pour tel ou tel poste. La différence encore avec la résidence permanente, là, pour la résidence permanente, il faut déjà avoir au moins une année d'expérience professionnelle
dans un poste qualifié quelque part au monde. Mais pour le permis de travail, il n'y a pas officiellement de minimum d'années d'expérience. Encore une fois, on va regarder votre profil, votre parcours par rapport aux exigences indiquées par l'employeur dans l'offre d'emploi. Hardy demande si le résultat de test de langue n'est pas obligatoire, comment prouver sa compétence en français NCLC 5? Quelques exemples que j'ai donnés, vous trouverez plus de détails sur le site d'IRCC. Ça peut être l'épreuve de vos études postsecondaires en français. Par exemple, si vous avez fait des études scientifiques dans un pays où ces études-là sont faites en français et dans une université où c'est clair par vos relevés de notes ou une attestation de l'université que les études ont été faites en français, c'est un exemple de document que vous pourriez fournir. Si en plus vous avez travaillé en français, ça peut être une attestation de l'employeur. Mais il faut que ça soit crédible et vérifiable. Donc, effectivement, le test de langue, c'est le plus facile pour nous, dans le sens où on peut vérifier les résultats et on sait exactement à quoi correspondent les différents résultats. Mais il est possible de fournir d'autres preuves. Si ces preuves ne sont pas convaincantes, l'agent peut vous donner l'occasion de passer le test de langue. Mahmoud parle de sa situation où il détient un permis de travail spécifique à un emploi, dans un emploi qui est différent de celui qu'il exerçait dans son pays d'origine. Euh, donc, c'est une question plutôt par rapport à la résidence permanente. Mais ça peut être intéressant pour les gens qui vont partir au Canada avec un permis de travail temporaire. Donc, ce cas de figure, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en son pays d'origine, a obtenu un poste au Canada dans une autre profession pour lequel il est qualifié, mais pour lequel il a seulement 5 mois d'expérience jusqu'à maintenant. Pour la demande de résidence permanente, il faut démontrer que vous avez au moins une année d'expérience qualifiée dans les 10 dernières années. Donc, vous pouvez faire la demande sur la base de l'expérience dans votre pays d'origine et pas nécessairement sur l'expérience actuelle au Canada. Ça ne posera pas problème que vous fassiez quelque chose de différent au Canada. Donc, si vous regardez de près les exigences pour la résidence permanente, soit par le programme des candidats des provinces, vous mentionnez que vous êtes au Nouveau-Brunswick, donc vous pouvez vous rapprocher des agents de la province pour voir et regarder sur leur site web pour voir si vous rencontrez leurs exigences dans le programme des candidats des provinces, ou bien dans la catégorie travailleurs qualifiés, par exemple, ou bien une fois que vous aurez au moins une année d'expérience au Canada, peut-être que vous pourriez vous qualifier pour la catégorie de l'expérience canadienne aussi. Donc, tout ça sous entrée express. Une autre question de la part d'Émilie. Euh, dans le cas de figure où on est au Canada avec une autorisation de voyage électronique, est-ce qu'on est autorisé à faire la demande? La demande se fait en ligne, donc où que vous soyez au monde, si vous avez accès à un ordinateur et tous les documents, vous pouvez faire la demande. Simplement, vous pourriez être obligé de quitter le Canada et entrer à nouveau pour présenter la lettre d'introduction et obtenir le permis de travail. Elle demande aussi quels seraient les délais avant d'obtenir un visa de travail dans ces conditions. Vous pouvez indiquer votre pays de résidence habituel et les délais de traitement seront affichés en fonction de ça. Actuellement, les délais varient. Pour les postes hautement qualifiés dans les sphères 0 et 1, il y a un traitement accéléré. Donc, on vise un traitement dans 2 semaines. C'est un petit peu plus long en ce moment. Pour les autres, c'est une question de quelques semaines, mais ça peut varier selon la charge de travail des différents bureaux. Et est-ce qu'il est possible de faire une demande à un point d'entrée au Canada si on a une offre et que l'employeur a besoin de nous rapidement? C'est possible.
Euh, il faut ne pas avoir besoin de faire une visite médicale. Il faut être exempté de visa. Et il faut vraiment pouvoir démontrer que vous rencontrez les exigences du poste et vos compétences en français. Mais il est possible, si toutes ces conditions sont réunies, de faire la demande à un point d'entrée au Canada. Une autre question, en vue de candidater à Entrée Express ou la résidence dans une autre catégorie par la suite, est-ce qu'il faut viser des conditions et profils de poste particuliers? On a un peu évoqué la question avec la personne qui est déjà au Nouveau-Brunswick. Si vous rencontrez déjà les critères pour la demande de résidence permanente, euh, et vous pouvez lancer votre profil Entrée Express, commencer les démarches pour la résidence permanente et en parallèle, pour pouvoir partir et commencer à travailler plus rapidement, faire une demande de permis de travail. Par contre, si vous ne rencontrez pas encore les exigences, ce serait important par exemple, de viser un poste qualifié pour pouvoir faire une demande Entrée Express après une année d'expérience au Canada. Pour rappel, les postes qualifiés sont dans les fers 0, 1 ou 2, ou 3 aussi, donc 0, 1, 2 ou 3. Pour Entrée Express, les fers 4 et 5 ne sont pas éligibles. Donc, dans ce cas-là, oui, si le but est d'acquérir une année d'expérience qualifiée au Canada, faites attention au niveau de poste pour lesquels vous postulez. On arrive à la fin de notre session. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous étiez très nombreux en ligne. Comme je l'indiquais, vous allez recevoir un courriel de suivi avec un lien vers l'enregistrement de cette présentation. Je vous invite encore une fois à utiliser ces ressources qui sont à nouveau affichées à l'écran et surtout de vous inscrire à notre infolette pour être au courant des prochaines activités. Euh, je vous souhaite à tous bonne chance. J'espère pouvoir vous rencontrer un jour en personne dans votre pays ou peut-être même au Canada. Je souhaite à tout le monde bonne chance dans vos démarches et je vous invite à vous joindre à nouveau à nous pour de nouveaux sujets, entre autres sur la résidence permanente au Canada. Bonne chance dans vos démarches et à bientôt.